Un matin de 2019, Julie prépare son thé. Un geste banal, routinier. Mais ce matin-là, tout bascule. Brûlée au 3e degré, après avoir renversé sa théière entière fumante de thé sur toute sa partie inférieure du corps, en un instant, sa vie est renversée, bouleversée. Aujourd'hui, quelques années plus tard, Julie est coach sportive, maman solo, et elle a fait du sport un outil de reconstruction de soi, physique bien sûr, mais surtout mental, pour elle et pour des milliers d'autres. Dans cet épisode, Julie m'a parlé sans filtre de son accident, du décès de son frère, du piège du putaclic sur les réseaux sociaux, de son ras-le-bol pour des influenceurs qui vendent du rêve en legging fluo en disant que 5 minutes de sport par jour, ça suffit pour devenir une star. Elle m'a parlé aussi du plaisir, du vrai, celui qu'on trouve quand on se remet à bouger, quand on se sent bien, même quand on déteste le sport, et comment tenir dans la durée sans discipline militaire. L'épisode que vous allez écouter, mes chers amis, aujourd'hui est un épisode puissant, c'est un épisode feel good, sans leçon, mais avec beaucoup de courage et de finesse aussi, avec toujours bien sûr un peu d'humour, comme elle. J'espère de tout cœur que cet épisode vous plaira, n'hésitez pas si c'est le cas à aller lui dire sur les réseaux sociaux, Julie Pujols, pourquoi pas aussi bien sûr en allant regarder son site internet, les cours de Julie, où je vous invite à aller faire un tour pour vous remettre en mouvement. Mais je ne vous en dis pas plus et laisse place à ma conversation avec Julie Pujols. Je hais l'administratif. Oui, moi aussi. Et comme moi, à peu près tous les entrepreneurs que j'ai pu croiser dans ma vie d'ailleurs. C'est pourquoi je suis ravie de vous présenter mon sponsor, Conto. Q-O-N-T-O. Avec Conto, fini les formalités à rallonge, vous lancez votre société, il s'occupe des formalités. Statut, publication de l'annonce légale, création de votre micro-entreprise ou SAS, tout ce qu'on déteste. En 2 temps, 3 mouvements, c'est fait. Et vous, pendant ce temps, vous pouvez vous concentrer sur ce qui compte vraiment. Quand j'ai créé Gemio, Conto n'existait pas. Et après avoir galéré des heures sur une plateforme soi-disant géniale qui buguait tout le temps dans tous les sens, vous savez de quoi je parle, j'ai dû aller déposer mon dossier en physique au greffe de Paris. Quelle perte de temps! Chers amis, ne faites pas comme moi à l'époque et profitez de leur offre tout spécialement pensée pour les entrepreneurs ou indépendants. Conto vous gère gratuitement votre création d'entreprise. Seuls les frais légaux restent à votre charge. Une fois votre entreprise créée, vous avez également 3 mois de compte pro offerts avec le code Pauline 2025. Salut Julie, bienvenue sur le podcast. Bonjour Pauline. Écoute, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. J'ai plein de questions pour toi. Mais alors, je t'avoue que j'ai voulu commencer par ce moment assez dingue qui t'est arrivé il y a quelques années maintenant. Le jour exact où t'as décidé que tu voulais vraiment investir sur le sport, que tu t'es dit, le sport, ça va être mon truc maintenant. J'aimerais bien qu'on visualise ensemble, si tu l'acceptes, la scène. Je crois qu'elle était pas facile en plus, si je me trompe pas. Et donc, j'aimerais bien que tu nous projettes avec toi pour qu'on comprenne en fait ce qui a fait ton déclic. Nous sommes en 2009. Ça fait 1 an que je suis à Paris. Je crois que c'est l'anniversaire et pas le jour 2, mais là j'ai un doute, de la mort de Michael Jackson. Et je suis à Paris depuis 1 an, dans mon 15 mètres carrés dans le 19e. Et je me lève... Tu fais quoi à l'époque à Paris ? Je suis journaliste. À l'époque, je crois que je fais la musique chez Glamour. Et je me lève pour me faire mon thé. Et je me fais bouillir de l'eau. Et ma bouilloire qui est posée sur la petite étagère de ma minuscule cuisine tombe sur moi, vu qu'elle était en hauteur. Voilà, j'ai le réflexe donc l'eau est bouillante, d'enlever ma nuisette. Oh là là. Et voilà, donc au début, j'appelle ma mère. T'appelles ta mère, mais t'étais en état de choc à ce moment-là, non ? Parce que c'est oui, quand même, je me souviens pas de plein de trucs, mais j'appelle ma mère. Et ma mère, du coup, on est du sud-ouest. Donc, pour l'anecdote, c'était un jour où je bossais tard, vers 13h30. J'étais à côté serveuse, barmaid. Et ma mère éteint une espèce de truc, genre une cérémonie du pâté ou quoi, dans le sud-ouest. Donc, il est 10h30. Je sens
Je me dis, mais maman, mais tu as bu? Ah bah oui, on boit un verre de vin avec le truc. Alors, tu coupes une patate, tu la passes sur ta... Mais non, maman, la patate, ça marche pas. J'ai tout le corps brûlé. Et là, je ne me souviens pas. Mais j'appelle une de mes meilleures amies et c'est elle qui appelle les pompiers. Et je me retrouve avec 5 pompiers qui me sont autour de moi dans la douche avec l'eau froide. Et après, je les remercie et je leur dis qu'il faut que je me dépêche parce que je vais bosser. Et ils m'ont dit non, on va au Grand Brûlé à l'hôpital. Et voilà. Et après... Donc toi, tu réalises pas vraiment, en fait, à ce moment-là. C'est ça que je savais pas. Non, je leur dis qu'il faut que j'aille bosser, quoi. Mais t'as une souffrance énorme, c'est juste que t'es un peu en état de choc, quoi. Ouais, parce qu'elle est vraiment arrivée dans le camion des pompiers avant la morphine. C'était ouais, une souffrance de dingue. Mais voilà, donc je me suis brûlée sous la poitrine jusqu'au milieu de la jambe, côté gauche. Et après, j'ai pu marcher assez rapidement, quoi, hein, au bout de, je pense, moins d'une semaine. 2e et 3e degré au niveau de la hanche. Mais bah, je suis toute jeune, j'ai très peur de plus jamais pouvoir utiliser mon corps, le montrer. Et petit à petit, un déclic qui vient alors que je suis absolument pas sportive, que j'ai juste fait un cours dans une salle de sport qui est littéralement en face de chez moi. Et je m'étais juste dit, en voyant cette prof qui m'avait fait un cours, je m'étais dit, waouh, c'est chouette ce qu'elle fait. Elle passe quand même sa journée à faire du bien aux gens. Et ça trotte dans ma tête. Mais on est en 2009, donc c'est pas du tout comme aujourd'hui où tout le monde est coach. C'est clair. Juste hyper ringard. Il y a très peu de formation. Et c'est pas du tout à la mode, mais pas du tout. Mais ça trotte dans ma tête et très rapidement, je vais me renseigner pour faire une école, passer mon diplôme d'État et demander à cette fameuse salle si je peux m'entraîner et être un peu aidée pour pouvoir, à l'époque, c'était des diplômes beaucoup plus costauds qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est très light, trop. Mais il y avait un concours d'entrée et une préformation. Donc, il fallait vraiment passer le concours d'entrée. Donc, voilà, je passe 1 an et demi avec ma combinaison de Grand Brûlé, jour et nuit. Oh là là. Et tu fais ça en fait, tu apprends à devenir coach de sport. Alors, en plus, pour remettre en contexte, comme tu l'as dit, que tu n'étais pas du tout sportive avant. Donc, on passe quand même de 0 à 10 sur 10, quoi. Ouais. Et le tout avec le corps brûlé, concrètement. Ouais. Juste, je faisais beaucoup de danse depuis toujours. Mais comme beaucoup de jeunes, tu vois, j'avais arrêté. Je trouve que les jeunes, après le bac, où on lâche un peu nos passions sportives. Donc, en plus, j'ai lâché. Je n'ai jamais couru. Je suis nulle en sport. Moi, je suis la fille qui a peur du ballon en EPS pendant toute ma vie, quoi. Et des filles, justement, qui étaient dynamiques. Enfin, moi, j'avais vraiment une peur bleue. J'étais nulle, quoi. Donc voilà, et je passe, c'était beaucoup plus long aussi, hein, je passe 1 an et demi de ma vie avec des gens qui venaient de tous les milieux, des sportifs pros, une boxeuse, un haltérophile, puis des gens qui commençaient aussi à se reconvertir, mais presque 2 ans vraiment merveilleux, où j'ai beaucoup appris, où j'ai adoré, quoi. J'ai adoré, j'ai tout de suite accroché avec l'anatomie, avec la musculation, avec le fitness. Un gros coup de cœur. Au départ, ça devait être juste un job alimentaire, parce que j'étais journaliste hip-hop et malheureusement, les magazines dans lesquels j'avais fait mes stages et dans lesquels j'ai été embauchée, finalement, c'est l'époque où ils sont tous disparus. Ouais. Donc, j'avais ce poste chez Glamour qui était génial, mais une grande peur de l'avenir et je me suis dit, voilà. Et donc, c'est cette brûlure qui a permis ce déclic. Et au départ, c'était juste un job alimentaire et en fait, dès le début, je me dis non.
Pas du tout. Je veux faire ça tout le temps et du coup, je me dis, je commence à être de plus en plus critique vis-à-vis des articles formes que je lis dans les magazines. Ouais. Je suis une grande... Il y a le côté journaliste qui revient un petit peu quand même. Le côté coach, en fait, où je me dis, ah, mais les journalistes ne sont pas forcément justes dans certaines choses, ou tiens, j'arrive du coup à avoir un esprit plus critique qu'on peut pas avoir en étant simplement journaliste. Ça, c'est vraiment parce que je m'étais formée. Donc, je me dis, pourquoi ne pas essayer de mêler mes deux passions? Et ça, je raconte tout le temps, mais j'ai écrit à Elle, qui était vraiment qui est le journal que lisait ma grand-mère, que lisait ma mère. Pour moi, c'était Le Graal. Et j'ai fait une quinzaine de propositions de sujets, donc forts. Mais tu connaissais personne chez Elle, c'est-à-dire que tu leur as écrit comme ça, Moi, je viens de la campagne, je viens de Bordeaux, de la campagne bordelaise. J'ai jamais eu aucun contact, quoi. J'ai écrit à Catherine Roig, que je cite toujours, qui fait des merveilleux livres de cuisine. Et je crois qu'elle m'a quasiment tout pris. Incroyable. Et voilà. Et du coup, depuis, je fais la forme et le bien-être chez Elle. Et je suis toujours coach. Incroyable. Je pense que, alors justement, je voulais te parler de ce sujet de la méconnaissance qu'on peut avoir du monde du sport. Et c'est drôle parce que à l'époque, je pense que les journalistes ne connaissaient pas bien le monde du sport et donc t'as vu cette opportunité. Maintenant, c'est autre chose. C'est plus qu'il y a tellement à boire et à manger, il y a tellement tout et son contraire qui se dit sur les réseaux sociaux que je trouverais ça assez intéressant. Et je pense qu'il y a tellement de gens qui se sont perdus, franchement, entre des conseils de nutrition qui partent dans tous les sens. Il faut être vegan, il faut manger que de la viande, les compléments alimentaires, etc. Sans parler évidemment des injonctions sur le sport, je sais pas, faut faire 36 000 trucs. Donc peut-être ma première question, c'est toi qui justement a fait des études sur ce sujet et puis maintenant exerce quand même depuis donc 2009, ça va faire quand même, je veux pas te vieillir, mais ça a fait un petit bout de temps. Quels sont peut-être les messages que tu pourrais donner, toi qui as justement un esprit critique, et je pense une des raisons que les personnes qui te suivent aussi, à toutes ces personnes qui se sentent noyées d'informations, qui dès qu'ils ouvrent TikTok, et je sais que t'aimes bien d'ailleurs faire des petits des petits messages aux TikTokers fous ou Instagrammeurs fous qui disent un peu n'importe quoi sur les réseaux, mais qu'est-ce que tu peux leur dire en fait? C'est quoi les quelques règles simples peut-être qu'on peut suivre ou comment, si tu veux, garder son discernement face à toutes ces tendances en fait, mais il y en a des nouvelles tous les 2 jours en réalité. Ouais, c'est ça, c'est vu qu'il y a plus de fond, l'État est aussi coupable de ne plus contrôler les coachs sportifs, de laisser des formations complètement nulles et si courtes et si légères que voilà, on travaille quand même avec le corps des gens. Donc moi, ça me met en colère. C'est une grande mode depuis le Covid. Et le problème qui se pose, c'est que aujourd'hui, en fait, ce qui marche, c'est de faire du bon contenu. Si on est un bon créateur de contenu, on cartonne, quel que soit. Donc tu veux dire, on n'a pas besoin d'être un bon coach. Si t'es juste un bon créateur du contenu, tu peux vendre. Pas du tout. Et ça, c'est embêtant. Encore tout à l'heure, tu vois. Il y a une femme, je sais pas du tout quel âge elle a, qui m'a écrit et qui m'a dit j'ai écouté telle personne sur les réseaux et qui a dit que le sport en fait ça servait à rien par rapport à ça et puis moi je veux maigrir. En fait elle me dit je suis complètement déprimée, j'ai pleuré. Ou alors des filles qui dépensent beaucoup d'argent dans des programmes alimentaires qui ne sont même pas faits par des nutritionnistes. Voilà. Donc, ça me met en colère parce que moi, j'ai le retour humain. Et en fait, au-delà de faire perdre de l'argent et du temps, ça fait beaucoup perdre la confiance en soi. Donc, ça me met en colère parce que c'est toujours les femmes, en fait, qui subissent ça, plus toutes les injonctions moi je trouve qu'on est complètement même moi qui suis dans le bien-être, j'en ai ras-le-bol de voir de tous ces bouquins qui nous expliquent comment manger, quand boire, l'eau chaude, après c'est le citron, non en fait il faut pas, le sucre, non il faut respecter tel ordre, puis le massage du visage et tu le fais pas, et puis nanana. En fait, je ne sais pas qui peut faire ça à part Kim Kardashian.
Et, Ouais. Et puis elle a dit, elle a un staff de 10 personnes pour le gérer pour elle, quoi. voilà. Et du coup, je trouve que ça fait plus de mal que de bien. Il y avait le côté positif, c'est tiens, ça a donné envie ces mois ces mois de confinement de plus prendre soin de soi, certes, mais ça fait beaucoup de mal aussi parce que voilà, il y a trop d'injonctions et en fait, on nous représente déjà des femmes parfaites et complètement qui sont pas humaines sur les réseaux sociaux, soit à cause grâce aux filtres ou à la chirurgie esthétique ou voilà. Donc déjà physiquement, notre cerveau, il sait plus du tout. Il se compare à des corps qui sont impossibles à avoir naturellement. Et pour les jeunes, je pense que c'est terrible. Et en plus, mentalement, on doit faire une multitude de choses. Il y a un moment, je pense qu'on se trompe. Ça, je pense, montre un vrai mal-être dans la société. Et je l'entends. Mais je pense qu'on se trompe et qu'au lieu d'être que sur soi, parce que là on nous invite à être que sur nous, notre corps est un grand temple, alors voilà, et tout le monde, tous les corps de métier vont se précipiter pour nous dire quoi manger. Souvent, la majorité, ils sont absolument pas formés en plus, donc voilà. Il y a qu'à entendre les médecins qui sont foudrage aussi, parce que eux, ouais, c'est clair. Les premiers qui entendent. Qui se rendent compte des conséquences, mais au lieu d'être sur soi, en fait, je pense que c'est plus vers l'autre qu'on doit être. Et là, il y a une espèce de l'avenir et même le présent est très angoissant et du coup, on se referme sur nous. On doit être parfait, mais il y a rien de logique à tout ça. Et moi, je pense qu'il faut plus se lâcher la grappe. Et plus apprendre à aimer les autres, à regarder autour de nous, à se sortir de ce carcan, de ce truc d'écran qui, je pense, nous bousille. Et encore, je pense comme une femme, voilà, je pense aux jeunes et je me dis que pour les jeunes femmes, ça doit être encore pire. Mais alors, tu sais, je suis complètement d'accord avec ce que tu dis et je te remercie de ce petit coup de gueule parce que ça fait du bien et de savoir qu'en fait, c'est juste pas possible. À un moment donné, même pour toi, qui est coach, dont c'est le métier et qui quand même passe beaucoup de temps, justement, enfin, t'as une boîte à gérer. En réalité, t'as une vie à côté de ton sport, t'as un enfant si je me trompe pas. Donc c'est impossible. Il faut arrêter de penser ça. Mais en réalité, tu sais, je pense que les hommes sont aussi très concernés. Parce que il y a alors on le voit peut-être moins de nous en tant que femmes sur nos feeds d'Instagram, mais en réalité il y a un nombre d'injonctions. Alors c'est différent, c'est plus musculation à outrance, etc. De prendre énormément de compléments alimentaires pour faire gonfler un peu tout ça. Il y a quand même, je trouve aussi un côté masculiniste chez l'homme très très fort qui, à mon avis, doit pas les aider et notamment doit pas les aider en plus dans leur relation à eux-mêmes, à leur self-esteem, etc. Donc je pense que ce que tu dis est vrai, mais en plus à mon avis c'est vrai pour les hommes et pour les femmes. Oui, je pense que c'est un peu, de toute façon, c'est un peu la même chose. Après, on est quand même, on les met moins, je pense, les hommes dans des typologies de physique, alors que nous, vraiment, c'est, voilà, on dit, eux, ils ont peut-être un peu plus, mais oui, moi, j'ai un petit garçon et qui est fou des super-héros. Moi, pas du tout. Et j'ai essayé de m'y intéresser un petit peu, et donc, alors. D'une, je n'aime pas du tout, ça ne m'intéresse absolument pas. Et de deux, je me suis dit très vite, c'est l'horreur pour les mecs en fait. C'est que dès l'enfance, ils doivent être forts, musclés, aimer se battre, aimer... non, c'est vraiment, ça ne me plaît pas. Désolée les fans, mais moi j'adore. On le saura. Et alors justement, tu me fais une belle transition parce que dans les questions que je voulais aborder avec toi, il y a des questions quand même autour de ce fameux équilibre qui est en fait inatteignable, mais qui est propre à chacun. Et dans ton cas, forcément, t'as beaucoup de temps passé sur ton travail, ton business et aussi dans le sport. Mais tu es aussi maman. Comme beaucoup de personnes. En même temps, on a l'impression quand on te voit que t'as l'air de respirer la joie et que t'es quelqu'un qui est plutôt sain. Et donc, je serais assez intéressée à l'idée de comprendre à quoi ressemble une de tes journées. Si tant est qu'il y ait une journée typique, je suis pas persuadée que ça soit le cas, mais pour qu'on essaye de se projeter un peu et comment est-ce qu'on fait quand on est pour avoir un équilibre
qui est le tien, bien sûr. Je dis pas qu'il faut faire exactement pareil, mais je trouve que ça permet toujours de se projeter un petit peu et de comprendre à quoi ça ressemble et quelle est la dose de sport versus l'alimentation, la vie de famille, etc. Alors moi, déjà, mes amis m'appellent Lucky Luke. Mm-hmm. J'ai une grande capacité à faire les trucs très, 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 très vite. Mais alors, c'est drôle que tu dis ça parce que j'ai beaucoup d'invités du podcast qui me disent ça. Donc, il y a quand même à un moment donné pas de secret. Les gens qui font beaucoup de choses, c'est aussi qu'ils sont rapides. Ouais, mes copines m'appellent Lucky Luke parce que je fais les trucs super vite. Je suis très efficace comme ma mère. L'autre jour, on a beaucoup rigolé toutes les deux. Il a fallu aller acheter des vêtements à mon fils. Je déteste faire les magasins. Ça ne m'intéresse pas du tout. Et je lui ai dit, là, maman, on va montrer toute l'ampleur de notre capacité Lucky Lucienne. Et franchement, même elle m'a dit, on s'est chronométré et on lui a acheté toutes ses fringues pour, je pense, printemps-été en 12 minutes. Et on était là. Incroyable. Maman Limite, t'en fais une compétition, quoi. Mais du coup, non, ma journée, quand j'ai des commandes d'articles, j'écris à peu près au moins deux fois par mois pour elle. J'ai essayé de ralentir quand même, mais j'en ai besoin, j'adore. Donc, je me lève très tôt. J'aime bien mettre le réveil à 5 heures. Waouh. Et ça, c'est quelque chose que tu fais depuis longtemps ou c'est... Depuis que je suis maman, en fait. Voilà, je suis séparée du papa. Le papa, il est souvent très loin ou pas là. Il n'y a pas de garde alternée. Et moi, j'ai pas de garde, j'ai pas de relais. Voilà, j'ai une maman qui est âgée et qui vit loin et j'ai pas de famille. Donc, je n'ai aucun relais. Voilà. Du coup, j'écris pendant 2 heures. Après, je me réveille, je fais un super bon petit-déj à mon fils et moi. Avec des œufs, des sardines ou du saumon, des fruits. Voilà, on se prend le petit-déj ensemble. Je l'emmène à l'école. Et après, j'aime beaucoup tourner mes cours. J'aime bien en fait avoir le même rythme que mes élèves. Moi, je suis la seule à proposer 3 nouveaux cours par semaine parce que je voulais vraiment que ce soit comme en studio. Et j'aime avoir le même ressenti qu'elle. Donc, je fais comme elle. C'est-à-dire que le lundi matin, je vais tourner mon cours du lundi, de la semaine d'après ou celle d'après. Donc, je tourne mes cours le matin. Je suis très souvent seule, puisque j'enregistre mes cours seule à la maison. J'écris seule. Je vais très peu à la rédaction depuis les confinements, voilà. Du coup, le midi va vraiment me servir à déjeuner, faire un déj de boulot, déjeuner avec des copines. Et l'après-midi, c'est en général tout ce qui, soit encore de l'écriture, soit tout ce qui concerne ma plateforme, créer mes cours, voilà. Et vu que je commence ma journée à 5 heures, je mets un point d'honneur à aller chercher mon petit garçon à 16h30 pour en profiter. Donc voilà, après c'est le parc, c'est les jeux, et je suis plutôt une couche tôt. On comprend en même temps. Voilà, donc elles sont à peu près, elles ressemblent toutes à peu près à ça, avec du coup le sport, je fais comme mes élèves, donc je fais mes 3 cours par semaine. Quand je peux, je peux aller à la salle, par exemple, pour m'étirer ou pour trouver d'autres idées, pour bosser le dos, voilà, je vais vraiment puiser aussi mon inspiration en allant dans une salle, au moins une fois par semaine, j'essaie. Je dois dire que vu le rythme de production que tu as, parce que quand même 3 cours par semaine depuis autant d'années, je crois que j'avais lu que tu avais quelque chose comme 800 cours sur ta plateforme. 1200. 1200, mais c'est énorme, tu vois, mes recherches étaient pas à jour. Enfin, sincèrement, c'est colossal. Et en plus, si je me trompe pas, c'est pas des cours rapides. Enfin, je veux dire, c'est quand même un cours de quoi, 40 minutes 60 minutes, ouais.
Ouais, c'est ça. Donc, je suis impressionnée sincèrement par la qualité et la quantité que tu arrives à produire. Et donc, j'imagine qu'il y a forcément des exercices, tu vois, qui se répètent parce que c'est forcément, je veux dire, sain aussi parfois de réinsérer. Mais est-ce que ça a été un sujet pour toi par moment, justement, de réussir à continuer à créer autant de contenus diversifiés? Parce que c'est quand même, franchement, je te le dis, d'un point de vue extérieur, c'est impressionnant. Oui, je sais, même internationalement, ça, je sais que je suis la seule à produire autant. Mais il y a rien de... En fait, c'est parce qu'il y a beaucoup d'entourloupes à côté, en fait. Parce que sinon, n'importe quel coach, il va produire, un bon coach, il va produire 3 nouveaux cours par semaine, en fait. Il y a rien de... Ce qui me pose problème aujourd'hui, c'est qu'il y a des choses où on va me dire, waouh, c'est extraordinaire ce que tu fais. C'est pas extraordinaire, je suis juste une coach. Sauf que maintenant, le métier de coach est tellement au rabais que du coup, il y a des choses qui sont complètement normales qui passent pour des choses extraordinaires, comme le fait de corriger tout le temps, d'être complètement, enfin, hyper à cheval sur la posture et tout. En fait, c'est le cœur de notre métier. Il n'y a rien d'extraordinaire. C'est juste beaucoup de travail. C'est une passion. Donc, il y a aussi ce truc de la danse. Moi, je travaille en musique. C'est ça aussi qui fait un peu ma spécificité. Et comme quand je faisais de la danse, je puise mon inspiration comme pour une chorégraphie ou un flow. Et puisque je suis toujours aussi passionnée, en fait, ça a jamais été un sujet. C'est un bonheur, quoi. Toutes les semaines, je suis contente de faire mon cours, de le concevoir, c'est une vraie passion. Il y a rien d'exceptionnel. C'est les trucs qui sont, enfin voilà, on fait passer des choses qui sont, c'est la base. C'est comme quand on me dit tout le temps, tu es tellement généreuse et à l'écoute de tes élèves. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, les gens sont coachs pour eux-mêmes, pour se sculpter eux-mêmes et pour faire du contenu qui va accrocher. C'est pas ça. On est dans un métier où on donne. C'est du don de soi. On n'est pas coach pour se regarder dans la glace et faire les mouvements avec ses élèves. On est coach pour passer son temps derrière les élèves, à les corriger, à les encourager. Il y a rien d'exceptionnel dans ça aussi. C'est juste l'essence du métier de coach qui s'est complètement perdue. Il y a un manque d'humilité et les gens ne font plus ce métier pour les bonnes raisons. Mais moi, je fais rien d'exceptionnel. Je fais juste mon métier de coach et je peux vous dire que je connais plein de coachs qui sont pas dans la lumière, mais qui sont des formés avant, et on a tous les mêmes valeurs et on partage tous les mêmes choses. C'est ce qu'on voit sur les réseaux qui déforme la réalité, quoi. Et complètement, c'est tout les algorithmes en plus déforment tout. Enfin voilà, c'est pour marcher sur les réseaux, il faut dire telle phrase, il faut faire tel truc. Et moi, même mon équipe me dit, mais Julie, pourquoi sur les réseaux t'es pas dedans? Pourquoi tu fais pas comme les autres? Parce que c'est contraire c'est que des phrases fausses, c'est que des trucs faux, c'est que des routines qui marchent pas. J'ai pas envie d'être dans le faux. Je préfère avoir un plus petit nombre d'abonnés et voilà, mais faire mon taf bien et jusqu'au bout. Mais je ne fais rien d'extraordinaire. C'est juste ça, le métier de coach. C'est juste la base. Tu sais, c'est intéressant ce que tu dis, parce que moi, dans mon domaine de podcast et de réflexion, on va dire business et de développement personnel, j'ai aussi bien souvent des personnes qui me disent, mais Pauline, tu prends pas les invités les plus entre guillemets racoleurs, tu vois, ou les plus, ou tu ne fais pas des titres qui sont suffisamment entre guillemets putaclic, pour utiliser des termes un peu vulgaires. Et c'est vrai que je résiste, mais je dois dire que c'est pas toujours facile parce que malheureusement c'est ce qui marche. Et pour tout te dire, c'est rigolo parce que l'autre jour j'ai publié une vidéo sur YouTube où j'ai fait un titre sans dire qu'il est putaclic parce que je pourrais pas accepter. Il était peut-être un petit peu plus racoleur et j'ai reçu un message de quelqu'un qui m'a dit « C'est marrant parce que votre titre, je pensais que ça serait putaclic et en fait le contenu est hyper dense, hyper intéressant. En plus c'était Albert Moukébert, si tu veux, qui est un neuroscientifique. Enfin tu vois, on était quand même sur un truc assez sur le fond.
Et en fait, je trouve que c'est pas facile aujourd'hui pour les créateurs de contenu comme toi ou moi qui veulent faire de la qualité, parce qu'en fait, il y a un tel appel sur les réseaux, et notamment à cause de l'algorithme, de la simplification à l'extrême en réalité, qui fait que ce qui marche en fait, c'est simple, c'est quand tu fais un raccourci. Mais malheureusement, la vie, c'est pas comme ça que ça se passe. C'est ça. Donc, du coup, si je comprends bien toi dans ton cas, t'as fait le choix conscient de te dire, je ne transige pas. Je reste sur mes valeurs, et puis tant pis si ça parle à moins de monde. Tu pourrais faire des vidéos qui font 1 million de vues si t'acceptais de passer de l'autre côté, mais en fait tu refuses de le faire, c'est bien ça. Ouais, ça me ressemble pas. Après, des fois, ça me démoralise. Des fois, ça me démoralise. C'est frustrant, ça c'est clair. Parce que quand tu connais un peu le métier, que tu vois qu'il y en a qui cartonnent, et quand tu vois ce qu'ils proposent, ou même les phrases d'accroche, mais c'est quoi ces trucs, quoi. Et pour les podcasts, c'est pareil, hein. Enfin, en tout cas, moi, j'ai écouté beaucoup de podcasts de très jeunes, hein, parce que je me suis dit, c'est intéressant. J'ai trouvé que c'était le vide intersidéral, quoi. C'est-à-dire que, voilà. Donc, voilà, c'est ça. C'est qu'il y a un vide derrière. Après, il faut accepter de pas... Moi, j'ai beaucoup d'abonnés à mes cours, et je me dis, en fait, focus-toi sur ça, quoi. Ça a été un carton dès le début. Tu n'as fait que gagner des élèves en plus, et les réseaux, c'est pas, voilà, il faut s'en détacher. Mais des fois, c'est dur parce qu'on se sent nul, quoi. Parce qu'on se sent, puis à côté de la plaque. Et puis c'est pas le même métier de comme tu disais, choisir des ou de faire des reels qui c'est pas notre métier, quoi. Donc c'est compliqué, les réseaux sociaux, c'est compliqué. Mais fondamentalement, je pense que là où t'as raison, c'est que c'est pas parce que t'as beaucoup de followers ou beaucoup de personnes sur les réseaux qui vont liker une vidéo parce qu'elle est putaclic que ça va devenir des bons clients. Et surtout, ils seront pas en phase avec ta vérité, avec tes cours qui sont justement des cours de 60 minutes complets. Tu vois, à la rigueur, c'est des personnes qui sont effectivement intéressées par peut-être des cours de 5 minutes. Exactement, c'est exactement donc, ça. Bon, dis aussi, ce fameux alignement qu'on n'aime pas, mais bon, malgré tout. Ouais, c'est ça. Et puis, il y en a pour tout le monde, et je pense que les gens il y a aussi des gens, je pense que toi tu dois l'entendre, qui sont très contents justement d'avoir des trucs peu différents. Et, complètement. Et voilà. Et où on ose dire les choses, tu vois, comme tu viens de le faire. Voilà, c'est juste, il y a des moments, hein, comme tout le monde, hein, quand la confiance en soi fait défaut et tout, on se dit, oh, mais moi je suis nulle. Donc même toi, tu te compares un peu. Bon, comme tout le monde, tu vas me dire, mais ça t'arrive. Puis je me dis, j'y arrive pas, et puis j'ai pas envie, et puis je vais déprimer pendant 2 semaines, et voilà, et puis après je vais me dire, Et alors, comment tu fais pour t'en sortir? Parce que typiquement, j'imagine, enfin, un cas, tu vois quelqu'un sur les réseaux qui cartonne et tu te dis, mais c'est pas possible. Et du coup, ça te frustre parce que tu te dis, moi, ça fait 15 ans que je trim. Et ça fait 15 ans que je trim et cette personne a 4 fois plus de followers que moi, ça respire le succès, etc. Donc tu te sens pas bien, normal. Comment tu t'en sors de ce genre de cas? Parce que je pense qu'il y a tellement de personnes qui sont comme nous. Enfin, c'est une évidence. En fait, je pense que je suis droite dans mes bottes, dans tout, et c'est ça qui fait mon équilibre dans toute ma vie. Et je me dis, finalement, si j'essayais de faire comme les autres, ça serait pas aligné, ça marcherait pas, ça sonnerait faux. Donc je me dis, j'ai tellement d'amour et d'affection et de retour incroyable des nanas chaque jour. C'est elles en fait qui me font et qui me font me dire, tu t'en fous. Mais c'est vrai que là dernièrement c'est sur le périnée. Alors la presse m'a appelée, je sais plus, j'ai eu 2-3 journaux qui m'ont appelée. J'ai trouvé ça gentil. C'était quoi l'histoire? C'est une petite jeune qui a fait un truc sur le périnée. Mais la nana, elle a fait des millions de vues en 48 heures, et en parlant du périnée, en plus avec un truc qui était bien, mais qui était pas... Bref, mais... Et là, je me suis dit, la presse m'a appelée, j'étais là, ouais, bien sûr, je vais répondre à l'article. J'étais là, bon, c'est cool, on m'appelle quand même, on appelle la vieille. Bah, tu vois, c'était la référence. Non, mais ça veut dire que t'es la référence. Ça fait 14 ans que j'essaie de sensibiliser sur le périnée, l'importance du périnée. Et je me dis, waouh, il y a une minette qui débarque, bim, bam, boum, elle a le truc, elle a le truc du contenu. Et ça fait des millions de vues. Mais c'est positif, parce que du coup, il y en a plein qui s'y sont intéressés.
mais je me dis clairement, j'ai pas les codes, quoi. Et c'est pas grave, chacun fait, voilà, comme je fais pas d'influence parce que ça m'intéresse absolument pas et que ça me saoule vachement. Donc il y a aussi, on choisit, on fait des choix et après. Choisis ses combats. Alors justement, le périnée, parlons-en un petit peu. Donc messieurs, désolé, vous allez vous sentir un petit peu moins concernés pendant quelques instants. Encore, très important. Alors vas-y, parle-nous du périnée des hommes. Les hommes, ils en ont un. Alors après, pour le sentir, Joseph Pilate donnait un tips. Alors ça fait ricaner tout le monde, mais les mecs ils font ah ouais, ok, c'est bon. Du coup, c'est Okay. pour le sentir, c'est imaginer qu'on tient une petite serviette sur son sexe en érection. Et là, D'accord. ah ouais, ok, c'est bon. Et du coup, c'est au niveau posture, au niveau tonicité du plancher pelvien, de la sangle abdominale, ça va être hyper important. Après, pour les nanas, il y a aussi le côté libido, mais pour les hommes, il y a aussi pour tenir un peu plus longtemps dans la durée un rapport sexuel. Cette conscience du périnée et de son engagement, ça change beaucoup de choses. Mais c'est uniquement à vocation sexuelle, tu dirais, bon, ce qui est déjà un sujet important, mais je veux dire où il y a aussi d'autres... abdominales. Alors pour nous, les femmes encore plus, parce que nous, on est sujettes aux descentes d'organes. Ouais. Par exemple, il y a beaucoup de problèmes de périnée chez les reneuses. Moi, j'en ai des dizaines et des dizaines de jeunes reneuses, même 22, 23 ans, qui ont des gros problèmes de périnée parce que... Même avant d'avoir des enfants, non? Ah, avant d'avoir des enfants. C'est une zone qui est très cachée, qu'on connaît peu. Et qui est un peu tabou, entre guillemets, justement parce qu'elle est liée à la sexualité. Voilà, et du coup, grâce à l'explosion du Pilate, on en a davantage pris conscience. Avant, on faisait des abdos avec le périnée complètement relâché, sans engager le transverse. Donc ça a engendré beaucoup de prolapsus pendant l'âge d'or du fitness, années 80-90. Et c'est justement quand la médecine a été face à ces conséquences qu'elle a un peu plus parlé du plancher pelvien, du périnée. Et le Pilate qui existait déjà depuis presque un demi-siècle a connu un essor, notamment grâce à ça. Donc tu aurais tendance à dire que toute femme, qu'elle ait des enfants, qu'elle n'ait pas d'enfants, aurait intérêt à prendre soin de son périnée. Ah oui, complètement. Déjà en prévision d'une grossesse, sinon même si on n'a pas de grossesse, voilà, il y a tout un... Moi j'aime bien donner un petit exercice tout simple qu'on peut faire en plus allongé le soir en lisant, en regardant une série, mais le bassin toujours neutre sans être cambré. On souffle, on contracte son périnée très fort, on aspire son nombril et on inspire, on relâche. C'est inspiré des exercices de Kegel et puis de tout ce qui est après rééducation périnéale. Et au début on galère parce qu'on n'arrive pas à le contracter. C'est comme si je disais les fessiers, quand on manque de muscles fessiers, on n'arrive pas à serrer. Mais petit à petit ça vient très vite. Du coup, on a une meilleure posture, on sait mieux travailler nos abdominaux. Tu fais ça quoi, un peu tous les jours, quelques secondes quoi. Oui, même au bureau, on peut le faire là maintenant, pendant qu'on parle. Écoute, on est en train. Et du coup, on a une meilleure posture, on fait ses abdominaux hypopressifs de façon bien plus sécure. Et après, on va anticiper au moment d'éternuer. On va un peu engager pour pas avoir des fuites urinaires. Ça arrive aussi aux jeunes, ça aussi c'est voilà. Et après, le fait d'avoir plus conscience de cette zone, on est beaucoup plus attentif pendant les rapports, quels qu'ils soient, et ça amène à beaucoup plus de plaisir. Ça, c'est la sexualité, on va dire, c'est le dernier maillon de la chaîne, mais il n'est pas du tout négligeable. Hyper intéressant. Et tu dirais donc un peu tous les jours, même une minute, enfin une minute c'est déjà pas si peu. 10 fois par jour, même 5 à 10 fois par jour, parce qu'après on oublie, on est Ouais. Voilà, c'est juste être plus dans cette conscience, voilà.
Tu parles souvent de plaisir sur tes réseaux et à ton audience, et pourtant pour beaucoup de gens le sport ne rime pas vraiment avec plaisir, mais c'est plutôt discipline et douleur. Et donc ça, je trouvais que c'était intéressant. Est-ce que tu pourrais nous raconter peut-être un moment où t'avais pas du tout envie de bouger, et ou peut-être l'un de tes clients, une personne. Enfin, est-ce que t'as déjà vécu ça de vraiment pas avoir envie, d'être à plat, le moral à plat, etc. Et en fait, le sport t'a profondément remotivé et redonné cette énergie et ce plaisir. Ah oui, tout le temps. Ça a été. Je m'en suis rendu compte pendant ma formation, vu que j'avais fait beaucoup de danse, j'avais un bon schéma corporel, j'ai très vite été en stage à enseigner. Et je me souviens d'un jour où j'arrivais en pleurs, je sais même plus ce qui m'arrivait. Je me suis dit, mais comment je peux donner un cours comme ça? Et j'ai donné mon cours. Et après, je me suis dit, mais c'est dingue, quoi. Je veux dire, si j'avais pris une drogue ou un médicament, je pense que ça aurait fait moins d'effet. Sinon, l'exemple le plus concret, c'est la mort brutale de mon frère. Mon frère qui était mon meilleur ami, qui a fait tout mon cycle, les cours de Julie, c'est lui. Il meurt brutalement du jour au lendemain. Je n'ai plus accès à l'ordinateur parce que je n'avais aucun mot de passe. Je ne peux rien faire. Je ne sais rien faire en informatique. Du coup, je suis obligée de dire sur les réseaux, en fait, Romain est mort, personne ne va plus vous répondre, j'ai pas les mots de passe, je sais pas comment on gère un site. Ce sont ses amis qui sont venus m'aider et qui du coup sont devenus mes collaborateurs, hein, qui le sont encore aujourd'hui. On est restés en famille, mais je crois que 3-4 jours après sa mort, j'ai donné mon cours, quoi. Et ça m'a tenu, j'ai pas arrêté. Donc, En fait, c'est ça même qui t'a tenu, en réalité. Ouais. Moi, c'est encore récemment, j'ai vécu un cataclysme dont je parlerai sûrement l'année prochaine sur les réseaux. Pas pour le moment, c'est trop tôt pour plein de raisons, mais je me suis dit, ouais, ça me tient en fait. Ça me tient, et du coup, quand les filles me disent, tu changes ma vie, ma santé mentale va tellement mieux. Je suis, bah oui, moi aussi en fait. Je le dis pas assez, mais moi aussi. Et ouais, mon frère est mort. J'ai jamais arrêté de donner les cours. Il y a même pas eu la mini séance bonus de week-end en moins, quoi. Je l'ai faite. Donc ouais, c'est un pouvoir. Je me souviens, le premier cours après sa mort, j'ai pleuré et j'ai pas du tout coupé au montage. J'ai pas juste à la fin. Et et ouais, c'est le sport, c'est merveilleux, complètement. Bien sûr, ça m'a permis de tenir, et puis c'est la vie qui continue. Et puis je pense qu'il faut pas non plus. C'est trop facile. Moi, j'ai jamais connu la dépression, mais j'aime pas du tout non plus dans ces injonctions les coachs qui disent bah bouge, hein, tu déprimes, va courir, tu verras, ça va mieux. Non, là, je pense qu'on peut pas du tout juger. Il s'agit d'une maladie. Mais pour les hauts et les bas et nos petites déprimes et tout, le mouvement nous reconnecte à nous-mêmes, quoi. On oublie beaucoup qu'on a un corps, qu'il s'y passe plein de choses, et puis c'est quand même aussi vachement le reflet de nos émotions. Donc moi, j'essaie quand ça va pas du tout de m'occuper du physique un peu plus, et du coup d'être plus en mouvement pour essayer de soigner la tête. Je Ce qui pense. est paradoxal, mais c'est vrai, on a tendance quand on va pas bien à rester un peu enfermé, un peu allongé, etc. C'est vrai que c'est intéressant de se dire que, alors, j'imagine que c'est pas évident de se forcer à bouger quand t'as pas du tout envie et que t'es un peu au fond du trou. Mais Ça va être c'est des petites choses, c'est même au début, le nombre de nanas qui n'arrivent pas à se passer de la crème sur le corps. de Euh, la crème sur le corps. ouais, parce qu'elles sont totalement déconnectées de leur corps, et puis elles l'aiment pas, et puis ça les dégoûte. Et moi, je me dis, allez, essaie, tu commences par les mollets, Hmm. par les bras. Et c'est aussi ça, quoi, parce que mine de rien, c'est du mouvement, c'est du toucher. Le toucher aussi, moi je vais me faire masser quand ça va pas, voilà. Alors quand on n'a pas, moi je suis une chanceuse, mais quand on n'a pas les moyens, j'adore l'automassage. C'est pour ça que j'ai sorti aussi une masterclass automassage du visage et cours de muscu, de pilates et de stretch et de cardio.
Mais ouais, moi je pense que dans la mesure du possible, essayer peu à peu, hein, il faut se laisser le temps, mais voilà, le mouvement il va être bénéfique tout le temps, tout le temps. J'allais te demander justement pour les gens qui aiment pas du tout bouger, c'est pas une habitude pour eux, ils ont jamais bougé, ils ont pas eu des parents, tu vois, qui leur ont entre guillemets appris, enfin qui leur ont donné cette habitude. Est-ce que t'aurais un conseil pour quelqu'un qui se dit bon bah j'ai quand même envie, enfin, je sais que c'est bon pour la santé quand même globalement le mouvement, mais j'arrive pas à me motiver. Est-ce que t'aurais un conseil de première étape concrète, tu vois, pour des personnes qui sont complètement inhabituées et ou qui sont passées par une période difficile et ils ont renoncé? Oui, j'en ai plein. Puis moi, c'est ma passion. Ça, c'est c'est le truc de ma vie, quoi. J'en ai toujours des nanas, même des mamies. Là, j'ai une mamie de 83 ans qui avait jamais fait de sport. Incroyable. Ouais, ça fait 8 mois qu'elle fait mes cours. Déjà, il faut pas se... Puisque le sport est à la mode, il y a beaucoup de tendances, mais elles passent très, très vite. Ça, je le vois en tant que journaliste. Donc, ne pas se fier aux tendances ou à ce que font les copines ou voilà. Mais T'aurais des exemples de tendances typiquement pour qu'on visualise, enfin, c'est quoi des tendances qui vont passer? là, le yoga est en grosse perte de vitesse, mais sinon ça allait être c'était le yoga. Là maintenant, ça va être le réformeur. Il y a eu le vélo dans le noir. Le problème, c'est que dès que ça va être un peu sur les réseaux et dans la presse, il y a plein de nanas qui vont se sentir obligées de faire ça. Mais si toi, ton truc, c'est l'aviron, ou aller faire du vélo à la campagne ou faire du rugby, en fait, il faut faire ce qu'on aime. Faut vraiment faire ce qu'on aime. Voilà, moi, j'ai jamais aimé le yoga. On m'a toujours demandé de faire du yoga. J'ai testé 18 fois. Vraiment, c'est pas mon truc. On peut pas tout aimer. Donc, c'est faire ce qu'on aime. Et après, moi, je dis toujours, il faut se forcer pour s'installer sur son tapis, que ce soit à la maison ou que ce soit en salle. À la maison, ça aide beaucoup au début parce on ne subit pas le regard des autres. C'est pour ça que ça Ouais. fonctionne aussi autant les cours à la maison. Mais il faut se mettre un petit coup de pied au derrière, certes, mais moi j'aime bien après, même une séance de 15 minutes ou un vrai cours long, moi je le fais toujours dans mes cours. C'est prenez un moment et en fait, vous sentez qu'on a tonifié les muscles, qu'on s'est étiré, qu'on a oxygéné le corps. Et tout ça, ça agit sur le mental. C'est-à-dire que le fait de se tonifier, on se sent plus forte. La confiance en soi, dès le début, on est super fiers de nous quand on vient de faire une séance. La souplesse, pour moi, ça joue aussi beaucoup sur la souplesse mentale. On ouvre, on crée de l'espace, voilà. Et tout ce qui est cardio va libérer. On élimine, oui, les toxines, le stress, les calories, mais on se libère de beaucoup de poids, de beaucoup de charges. Et puis, de ressentir ça, ce shoot d'endorphine, de bien-être, c'est ça, prendre conscience juste quelques secondes, waouh, comment je me sens bien. Oui, le ressentir en fait, ce moment de plaisir et de bien-être. Et quand on le ressent, après, du coup, ça crée un truc où même les moins sportifs vont se dire, oh, j'ai trop la flemme de faire mon cours, mais je sais comment je vais me sentir après. Allez, j'y vais, je pense à après. Et moi, ça, c'est ma plus grande fierté. C'est d'avoir donné le goût du sport à autant de femmes. Et ça, j'ai pas attendu les cours en ligne, mais ça, c'est merveilleux. C'est merveilleux. Je me souviens, une des premières fois, c'était une libraire, une ancienne libraire du 11e arrondissement, et c'est une dame qui devait approcher des 70 ans. Et un jour, elle m'a dit, elle faisait mes cours, et elle m'a dit, j'ai tout essayé. Depuis que je suis gosse, j'ai tout essayé. Jamais tenu plus de 3 mois, jamais, jamais, jamais. Et elle me dit, vous m'avez donné le goût du sport. Et c'est génial de se dire, c'est une nana à 70 ans, il est jamais trop tard. C'est ça que je veux dire. Moi, j'étais vraiment nulle en sport. Voilà, il est jamais trop tard. Il est jamais trop tard et tout le monde peut faire, peu importe l'âge, vraiment, vraiment. Et c'est bénéfique à tout âge, c'est-à-dire que même là, comme tu parlais de ta cliente à 83 ans qui s'est mise à faire tes cours, elle doit déjà se sentir mieux psychologiquement, mais même physiquement. Bien sûr, bien sûr. On est trop sédentaire de toute façon, donc
Donc, ouais, bien sûr, c'est hyper important. Mais tu vois, c'est hyper intéressant ce que tu dis, je trouve, sur le fait de prendre conscience du bien-être, parce que moi-même, je suis une runneuse, et donc je ne fais pas assez d'exercice pour le périnée. Merci Julie, tu me l'as bien, bien redit. Mais en plus de ça, j'ai un peu une tendance, parce que je suis aussi un peu Lucky Luke dans le style, à aller trop vite, et donc j'ai comme ma journée est déjà hyper bouquée dans tous les sens, si tu veux, je termine ma séance de running, je fonce dans la douche, mais j'ai même pas 2 secondes, si tu veux, pour prendre un verre d'eau, en fait. Et je réalise en discutant avec toi que c'est complètement stupide, parce qu'en fait, pour créer un peu cette addiction au plaisir de la course, je vois bien ce que tu décris, ce côté endorphine. En plus, après la course à pied, c'est magnifique. Mais en fait, je fais une erreur, je pense, à ne pas prendre mais juste 5 minutes pour profiter du moment, Ouais, finalement. et t'étirer aussi. Oui. Runeuses, Je suis pas un bon, je suis pas un bon. les runeuses qui s'étirent pas, moi j'adore les voir arriver à mes cours. Je peux te dire qui est runneuse et qui s'étire. Ouais. Mais ouais, bien sûr, c'est toujours ce truc de course à la perfection, à la bim bim, faut être efficace. Mais moi, je prends toujours une petite minute à la fin de mes cours pour leur dire. Puis ça résonne. Moi, je me souviens très bien au début de ma formation. J'avais jamais fait de. Puis moi, moi, je suis diplômée en fitness, donc cours en musique, step, LIA et muscu haltérophilie. Et je me souviens qu'un jour dans le métro, le premier mois, je marchais, je me suis dit waouh, je me sentais badass quoi. Et en fait, c'était la musculature que j'avais construite dans mes jambes. Ça résonnait tout de suite en moi. Je me sentais, je sais pas, je marchais avec plus d'assurance, le regard plus vers le haut, l'horizon vers le haut. Et j'ai tout de suite fait un lien entre les muscles et la confiance en soi et la force, quoi. Et je pense qu'il y a vraiment quelque chose qu'on peut aller puiser là-dedans, et quel que soit son âge, vraiment. Et tu peux nous rassurer sur le fait qu'en tant que femme notamment, parce que les hommes ont moins le problème, c'est pas parce qu'on fait de la musculation, du sport, qu'on va devenir une armoire à glace. Bon, je pense que tu en es la preuve vivante, mais je pense que c'est un vrai complexe que pour beaucoup de femmes, en fait, elles veulent pas faire de fitness ou de musculation, justement parce qu'elles ont peur de grossir, on va dire, s'épaissir, si tu veux. Ça va beaucoup mieux. Moi, ça me hérissait les poils partout. Là, ça va beaucoup mieux. Avant, c'était tout le temps qu'on me posait cette question. Ben là, pour le coup, merci aux réseaux sociaux. Merci aux réseaux sociaux de montrer qu'on peut faire de la muscu et qu'on gonfle pas. Mais moi, il y a plein de nanas, maintenant beaucoup moins, et ça me fait plaisir. Mais j'ai commencé tes cours, je comprends pas, mes cuisses, j'ai vachement pris des cuisses. Alors logique, si tu faisais que du yoga ou même que du running, c'est pas du tout, on se tonifie pas Bien sûr. non plus dans le running, mais il y a 4 muscles, quadriceps, à l'avant des cuisses. Du moment que tu te mets à sculpter tes jambes, c'est sûr, tes cuisses, elles vont prendre une forme. Mais les nanas sont toujours tellement dans ce diktat de la minceur, de l'extrême minceur, que elles supportent pas. Mais ça change. Et en plus, il y a ce que je disais tout à l'heure, ces faux corps qui n'existent pas. Ouais. Qui du coup mettent encore plus le bazar, parce que les nanas vont se dire moi je veux des fesses hyper rondes comme les Kardashians. Je prends les Kardashians parce que je connais pas bien les nouvelles non plus, mais voilà, elles sont maintenant quasiment toutes pareilles. Ok, elles font pas de chirurgie esthétique, elles vont faire des cours, de la muscu ou autre chose. Elles vont se dire mais pourquoi moi je prends des cuisses? Oui, j'ai des fesses musclées, mais j'ai pris des cuisses. En fait, si t'as des cuisses comme ça et des fesses comme ça posées dessus, mais qu'il y a eu des petits coups de bistouri ou d'injection, c'est pas possible. C'est pour ça que nous, les coachs, on le voit tout de suite que c'est pas. Du coup, ça crée encore plus de bazar. Non, si on veut des fesses sculptées, machin, on va pas juste réussir avec un petit élastique comme sur Insta, tout mignon en levant la jambe sur le côté ou à 4 pattes. Non, faut faire des squats, faut soulever. Mais là aussi, je crois que les médecins ont joué un grand rôle depuis peu, ça fait 2 ans. Mais maintenant, les médecins le disent. Par exemple, si le yoga a perdu aussi, c'est parce qu'il y a beaucoup de nanas qui se mettent à la musculation, beaucoup de nanas de plus de 40 ans aussi. Plein parce que ça, on sait à quel point c'est anti-âge, quoi, de construire du muscle.
C'était justement l'une de mes dernières questions avant qu'on passe à mon crible. C'était l'impact en fait du sport sur la longévité. Alors je sais pas à quel point t'es spécialiste du sujet, mais comme t'as quand même fait énormément d'études et puis que c'est un sujet qui te passionne, on est d'accord que en fait on perd énormément de masse musculaire dès je sais pas quel âge, mais assez jeune en fait. 30 ans, 35 ans et après au moment de la ménopause, ça s'accélère. C'est vraiment du coup. Ce qui est prouvé et ce qu'on commence vraiment à dire, c'est qu'il faut de la charge. Tu peux faire que du yoga et du pilate jusqu'à un certain âge, mais il y a un moment, le yoga et le pilate, c'est extraordinaire, mais c'est pas suffisant. Il faut porter des charges. Pourquoi ? Parce que le corps, il porte son corps toute la journée, il a l'habitude de son propre poids. Dès lors qu'on lui rajoute une charge, on dit pas qu'elle soit trop importante, mais en fait, bim, les muscles ils vont dire ouh, qu'est-ce qui se passe ? Ils vont être surpris et du coup ils vont être bien sollicités et ils vont se construire en plus grand, en plus puissant. Mais pour que ce soit postural, pour prévenir l'ostéoporose, l'arthrose. Tout, le muscle, c'est vraiment la solution. Et puis, quand les hormones sont chamboulées avec la périménopause, la ménopause, il faut pas oublier que plus on est musclé, plus on consomme de calories au repos, parce que les muscles ont besoin de se nourrir. Donc du coup, oui, puis même la mobilité en musculation, en fitness, on va travailler la mobilité, on la perd à vitesse grand V, c'est comme l'équilibre. Donc non, c'est un impact énorme. Hormonal aussi, c'est énorme. Julie, on arrive au bout de cette interview et j'aimerais terminer avec mes questions signature habituelles. C'est des questions que tu verras plus sur ton parcours et tes réflexions de vie. La première de ces questions, c'est est-ce que tu as vécu dans ta vie un grand échec ou un moment de doute ou un moment difficile dont tu pourrais me parler? Parce que au-delà de l'échec ou du moment de doute, ce qui m'intéresse, c'est aussi qu'est-ce que t'en as tiré comme enseignement? J'ai une grande maison d'édition qui est venue me chercher pour écrire un roman. Avant que tu deviennes coach? Non. Après? Il y a quelques années. Je suis toujours pas arrivée. Pas à écrire le livre ou? Ouais. Donc je vois pas comme un échec. Je me dis je réessaie tout le temps. Peut-être que c'est une période, peut-être que je manque de maturité, peut-être que j'ai pas assez de temps de cerveau disponible à gérer une grosse société, être journaliste et avoir mon petit garçon toute seule. Mais c'est le truc qui m'embête un peu. Je pense à tous les gens qui écrivent depuis tellement de temps et qui sont jamais édités. Et moi, j'ai eu cette chance et j'ai pas été capable de pondre quoi que ce soit. Bon, écoute, je pense qu'il faut pas que tu t'en veuilles. Alors, tu sais ce que tu vas faire. Tu vas me faire plaisir. Tu vas lire le très très beau livre de Stefan Zweig sur Balzac. C'est sa biographie. Et la raison pour laquelle je te dis ça, c'est parce que je l'ai lu récemment. Et en fait, tu l'as pas lu. Il montre la vie de Balzac et le sacrifice colossal que c'était pour lui d'écrire. Il se levait à minuit tous les jours, il buvait des litrons de café, et d'ailleurs il en est mort, et il travaillait jusqu'à 8 heures du matin tous les jours. Et donc en fait, je pense que vu ta vie très remplie, sincèrement, il faut pas que tu te jettes la pierre, parce que écrire un vrai beau livre, et je sais que t'adores la littérature, t'as fait des lettres comme moi, sincèrement, c'est un tel investissement, je pense, personnel, que moi je trouve ça complètement normal en fait que t'aies pas le temps de le faire. Pour tout dire, moi c'est la même chose. Je me suis toujours dit que j'avais envie d'écrire un livre, mais en fait, je pense que si t'es pas 400% dessus, ça va être un peu, tu sais, comme ces influenceurs sinon qui balancent des trucs sur Instagram. À faire non, un en fait, c'est non. Puis si t'as fait voilà. aussi, je veux dire, on est beaucoup trop critique sur. Mais Balzac faisait bien la teuf aussi. C'est vrai. Parce que j'ai vu des super docus là sur Arte sur lui. Il se la collait pas mal quand même à côté de ça. Après, il avait des bons. Oui, mais tu verras. Je pense qu'en termes de force de travail, il était pas mal. Ah oui, en même temps, ouais. Ma deuxième question, c'est si t'avais quelque chose à refaire, qu'est-ce que tu referais différemment? À titre perso ou pro d'ailleurs. Je serais partie en Angleterre à mes 17 ans après mon bac.
Tu aurais émigré en Angleterre? Ouais, juste 1 an, parce que j'ai beaucoup de honte et j'ai eu des grands soucis dans ma vie pro parce que mon anglais est médiocre et encore médiocre. Je suis gentille. Voilà, j'ai toujours eu des bonnes notes en anglais jusqu'à mon master. Et quand je me suis retrouvée à devoir interviewer des Anglais ou des Américains, rien ne sortait, normal. J'avais jamais parlé avec personne, j'avais juste rempli des copies. Écrit, ouais. Voilà, donc ça, je l'aurais refait parce que c'est quand même un souci. Ça a été un souci dans ma vie pro et voilà. Moi, j'aime que les langues mortes, j'aime que l'ancien français, le latin, pas grand-chose. Qu'est-ce que tu trouves beau? Qu'est-ce que tu trouves beau à titre émotionnel, à titre métaphorique ou même juste esthétiquement? Qu'est-ce qui te fait vibrer? J'adore les gens. J'aime beaucoup l'être humain, sa complexité. J'aime beaucoup rencontrer des gens. Après, je tiens ça de mon papa. Mon père, c'était un chirurgien. On habitait à la campagne, il rentrait à la maison et il allait voir Popeye et Monsieur Caro, qui étaient des paysans qui vivaient dans une seule pièce, je me souviens de leur verre qui n'avait pas dû être lavé depuis peut-être 30 ans. Et il m'a appris c'était un chirurgien qui était dans le milieu du coup bourgeois forcément, mais qui je pense avait encore plus de plaisir avec ces 2 personnes qui étaient qui connaissaient la nature et la nature humaine aussi peut-être mieux que tous les autres. Et du coup, j'adore les gens, j'adore les cultures différentes, c'est ça que je trouve le plus beau. Et alors à l'inverse, qu'est-ce que tu trouves laid? Qu'est-ce que tu détestes observer? Qu'est-ce qui t'irrite? Qu'est-ce que t'aimes pas regarder autour de toi? Moi, je pense qu'en ce moment, on est servi. Je pense que là, pour le coup, la bêtise humaine, je déplore, je pense que si les gens se remettaient un peu plus en question et arrivaient plus à faire face à eux-mêmes, ils seraient moins haineux, jaloux, méchants, apeurés par la différence. Et je pense que ça me permettrait de diminuer beaucoup les conflits dans le monde. Donc ce manque d'ouverture d'esprit, ce côté étriqué qui rend suffisant la bêtise, le manque d'intérêt, le manque d'ouverture, ça peut me mettre le moral à zéro dans bien des situations. T'as une maxime ou une citation qui te porte, que tu répètes de temps en temps, qui t'ont aidé peut-être à un moment dans ta vie? Je sais que ma maman me disait quelque chose que moi maintenant je dis à mon petit-neveu. Je lui dis depuis au moins 6-7 ans et il a 21 ans et je continue à lui dire. C'est un peu ce que je disais au début, c'est sois toujours droit, sois toujours carré. Fais pas d'entourloupe, fais pas de coups bas parce que de toute façon la vie elle va te rattraper. Et ça, moi, je le dis beaucoup que ce soit dans la vie perso, dans la vie pro. Moi, je vois, j'ai beaucoup de bonheur de voir que mes maîtres de stage d'IA, dans 2008, ont toujours, me félicitent aujourd'hui et voilà, de toujours être carré et que la roue tourne et que si t'es mauvais et que si tu fais des trucs, tu te le prends en pleine figure. Toujours rester droit. C'est ce que je dirais à mon fils aussi, c'est important. Celle-ci, je l'aime bien, il en reste plus que 3. Est-ce que tu as une croyance qui est controversée? Ce que je veux dire par là, c'est une opinion et tu constates qu'elle est plutôt pas partagée sur les réseaux, dans la presse, dans le monde au global. Et ça peut être sur le sport ou autre chose, bien sûr. Ouais, j'aurais pas pensé il y a quelque temps qu'elle serait, elle serait controversée comme ça, mais la tolérance,
la tolérance. Je vois pas, je ne comprends pas les gens qui ne sont pas d'accord avec l'homosexualité ou qui n'aiment pas des gens qui vivent avec une culture différente ou qui ont un problème avec une couleur de peau différente. Ou voilà, ça, je pense que jusqu'au bout, ça me vient aussi hein, de mon éducation, mais ouais, cette intolérance, qu'elle soit ouais, ça, c'est très profond en moi. J'ai beaucoup de mal à comprendre le racisme, l'intolérance. Voilà. Je pense là aussi que si les gens ils se regardaient un peu plus eux-mêmes, ils comprendraient pourquoi ils ont ces haines qui les bouffent finalement. Mais en tout cas, elles viennent pas de nulle part. Ouais. Bah, on dit souvent d'ailleurs que la haine vers les autres, en fait, c'est quelque chose en fait de personnel et d'enfoui, quoi. Complètement. Un sujet sur lequel tu as changé d'avis, ça peut être récemment ou il y a quelques années, tu te rends compte avec le recul que t'as évolué. J'hésite. Ouais, je pense que c'est sur moi-même. Je pense que moi, j'adore travailler sur moi. Depuis mes 18 ans, j'ai beau être équilibrée, j'ai toujours eu une passion pour la psychothérapie, la psychanalyse. Et c'est sur moi, en fait, que j'ai changé d'avis parce que j'ai compris. En quoi t'as changé d'avis? Qu'est-ce que tu pensais et que tu ne penses plus? Je pense que comme beaucoup de femmes qui ont subi des violences, il m'a fallu beaucoup de temps pour comprendre que c'était pas de ma faute. C'est aussi grâce à toutes les femmes qui osent parler. Moi, ça m'émeut beaucoup. Je pense que faut leur dire et leur redire parce que toutes les femmes qui osent parler et témoigner, c'est énorme ce qu'elles font et comment elles agissent comme ça pour tout le monde, hein, pour nous tous, nous toutes. Donc voilà, moi c'est plus, j'ai arrêté d'être très dure dans mes jugements avec la jeune fille que j'étais. Merci beaucoup Julie de partager ça avec nous. Et ma dernière question, elle va te parler en tant que littéraire, c'est est-ce qu'il y a un livre, ou allez 2, 3 livres, mais qui t'ont vraiment marqué à un moment dans ta vie, qui ont été peut-être des livres tu vois, sur lesquels tu t'es appuyé, qui t'ont fait réfléchir, changer, qui ont été des soutiens pour toi, dont tu pourrais nous parler? Il y en a beaucoup. J'ai adoré Rien n'est noir de Claire Berest sur l'histoire d'amour de Diego Rivera et Frida Kahlo. C'est un livre qui m'a beaucoup marqué. Qu'est-ce qui t'a marqué dans ce livre? L'amour et puis la force de Frida Kahlo, qu'elle soit voilà vis-à-vis de sa maladie, vis-à-vis de toutes les blessures que lui a infligé Diego Rivera. Qu'est-ce qu'elle en a fait dans sa peinture, sa création, comment elle a Transformé, quoi. ça en art. Qui m'a marqué récemment. J'ai adoré Leurs enfants après eux C'est Nicolas Mathieu. Voilà, désolée, en plus je l'adore. Nicolas, Monsieur Mathieu. Mais qui m'a vraiment replongée dans mon enfance, mon adolescence en province. J'ai trouvé que c'était un livre extraordinaire. Ouais, c'est souvent, je choisis bien mes livres, donc c'est souvent que je suis, mais pour en citer deux, voilà, ouais, voilà, ceux-là. Merci Julie. Écoute, c'était
C'était vraiment un plaisir de passer ce moment avec toi. Je te remercie d'avoir pris le temps. Merci pour tout ce que tu produis comme contenu, pour toute la joie que tu dissémines sur les réseaux, aussi pour justement le fait de oser être toi-même, oser montrer aux autres que c'est ok d'être soi-même, de pas avoir peur du regard des autres et de se faire plaisir sans se soumettre à toutes ces injonctions. Donc c'est très généreux de ta part. Est-ce que tu as un dernier message à faire passer à l'audience avant qu'on se quitte pour aujourd'hui? Non, merci à toi, merci de m'avoir invité, c'était un plaisir aussi. Et, les temps sont durs, tout est dur, donc soyons plus bienveillants envers nous-mêmes et envers les autres. Je pense qu'il faut vachement des phrases toutes bêtes, hein, comme Carpe diem qu'on utilise tout le temps quand on est ado. Enfin, en tout cas, moi, à mon époque, on se tatoue et tout, mais finalement, est-ce qu'on l'intègre vraiment, cette phrase? Je pense pas assez. Donc, vraiment, profiter de la vie et de toutes les petites choses, parce que finalement, c'est que ça. Donc, voilà. Écoute, beaucoup de sagesse dans ces derniers mots, je te remercie 1000 fois. Et alors évidemment, si on veut te retrouver, ça se passe beaucoup sur Instagram, Julie Pujol, tout simplement. Et puis sinon, on peut aller bien sûr voir ton site, lescoursdejulie.com, où on peut découvrir donc ces 1200 cours. Il y a quand même un nombre de références qui est assez dingue avec ce mix de disciplines qui t'est cher, entre le pilate, le fitness, la musculation. Il y en a pour tous les goûts, beaucoup de stretching aussi. Donc j'invite bien sûr toutes les personnes qui ont envie de se bouger dans la joie et la bonne humeur, et puis de retrouver peut-être du goût aussi, sincèrement, pour le sport quand c'est pas quelque chose de naturel. À aller regarder tout ce que tu fais, parce que c'est hyper chouette. Pour tout te dire, je t'ai contacté initialement et je la salue parce que Marie, qui est la personne qui travaille très étroitement avec moi, mon bras droit sur le podcast, est absolument fan de tout ce que tu fais. Pour tout te dire, en plus, elle a fait des lettres anciennes comme toi, du vieux français, donc vous avez beaucoup de points communs. Et elle arrête pas de me parler de toi tout le temps, et je me suis dit, mais il faut quand même que j'invite absolument Julie sur le podcast. Pour être honnête, j'ai pas encore testé tes cours, mais j'ai hâte de le faire. Et en tout cas, merci pour ce que tu fais, parce que je sais que tu aides sincèrement beaucoup d'hommes et de femmes, plus de femmes quand même, mais à se sentir bien et à se sentir épanoui et à retrouver confiance. Donc merci pour tout ce que tu fais. Merci à toi, Pauline, merci beaucoup.